Oui, bonjour aux téléspectateurs qui vont me suivre. C'est bien Dominique Kabongo, je suis politologue et acteur politique en RDC. Je fais en fait cette vidéo suite à la requête qui m'a été formulée un tout petit peu par rapport à la relation entre la Chine et la RDC en vertu du voyage que venait d'effectuer l'actuel président Félix Tshisekedi. Vu que j'ai eu beaucoup de retours, on voulait que je puisse, euh, je puisse élaborer un tout petit peu en ce qui concerne ce voyage et les relations sino-congolaises, à quoi on peut s'attendre, ainsi de suite. Donc j'ai préféré faire cette petite vidéo pour pouvoir expliquer aux amis un peu quelle est ma lecture des choses, plutôt que nécessairement faire un article, écrire, vu que je suis en train de faire d'autres choses et évidemment les articles prennent un peu plus de temps pour être publiés. Donc nous y sommes. Je crois que la première chose, la chose la plus importante est toujours de pouvoir contextualiser les choses, surtout dans un aspect mondial, parce que la RDC n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui a euh, à vocation internationale, que je veux dire en termes de potentialité. Donc, celui qui contrôle, si on peut dire, qui est le partenaire privilégié avec la RDC, entre ces grandes puissances qui dirigent le monde, est toujours à une longueur d'avance sur le reste du monde. Parce que la RDC regorge beaucoup de ressources naturelles, comme tout le monde le sait. Il faut comprendre que la Chine, il faut entrer dans la vision de la Chine. La Chine a un objectif 2050 qui est public, que tout le monde peut se documenter. En fait, pour résumer en une seule ligne, la Chine se dit que dans l'an 2050, elle devrait être la première puissance mondiale en termes économiques, militaires. Donc sa suprématie devrait être atteinte en 2050. Par conséquent, elle est dans une certaine méthodologie et elle y va pas par pas. Évidemment, si la Chine devient numéro un, ça veut dire que l'Empire américain, donc l'Occident plus ou moins, mais précisément l'Empire américain, s'effondre. Et les États-Unis sont dans beaucoup de difficultés en termes économiques. On voit la pression sur la dédollarisation et ainsi de suite. Mais il faut aussi comprendre que les États-Unis ne vont pas se laisser faire. Ce n'est que normal. C'est ça les rapports de force dans la communauté internationale et la politique internationale. Les États-Unis ont toujours considéré le Congo comme leur protectorat, si on peut dire. Comme ça, de manière officieuse, c'est bien qu'il est vrai que je ne vais pas rentrer dans toute l'historique coloniale, ainsi de suite, mais d'aucuns se rappelleront que l'uranium qui a permis à ce qu'on puisse bombarder Hiroshima venait de la RDC. Là, nous sommes en 45, 1945. Le Congo n'est même pas encore indépendant. C'est encore le Congo belge. Donc déjà là, les Américains savent que le Congo est extrêmement stratégique et par conséquent, ils veulent s'en approprier d'une certaine manière. Et quand vous partez de là jusqu'à ce jour, vous voyez que les Américains, même si parfois ils ne jouent pas un rôle visible, mais ils sont toujours dans l'arrière-plan pour pouvoir savoir quelle direction la RDC est en train de prendre, ainsi de suite. Évidemment, il y a beaucoup de ratés parce que la RDC se trouve dans le gouffre dans lequel il se retrouve, c'est la politique américaine, en fait, qu'on connaît des démocrates de 1900,
1992, avec l'arrivée de Bill Clinton, qui ont décidé d'avoir une vision beaucoup plus mercantile et qu'il fallait aller à la conquête de la RDC, outrepasser toutes les règles qu'ils avaient mis en place, en passant par les francophiles, donc la Belgique, la France, tout ça, il va aller le faire lui-même. Et aujourd'hui, presque une trentaine d'années plus tard, on voit que le résultat est catastrophique. Ainsi dit, les Américains sont en perte de vitesse et ils cherchent à tout prix comment pouvoir se stabiliser sur l'ordre mondial, mais aussi dans la RDC. Vous voyez que de plus en plus maintenant, ils essayent de pivoter et donner une autre impression que les Congolais ont développé les 30 dernières années, qu'ils sont véritablement, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'ils sont véritablement responsables de la crise que connaît la RDC. Elle est essentiellement anglo-saxonne dans les États-Unis, Angleterre, Canada, Australie, tout ça. Et c'est essentiellement, tout se déstabilise à partir de l'est de la RDC, qui est une zone minière importante, parce qu'il y a des ressources très importantes. Donc, dans tout ce cafouillage, la Chine s'invite. Et la Chine avance sans casser les œufs, mais elle se positionne dans une position où, au fur et à mesure que la politique mondiale est en train de changer, elle pourrait avaler la RDC, avaler la RDC et pouvoir d'amener le pays aux États-Unis. Mais je vous ai dit que les États-Unis, de fait, c'est connu qu'ils considèrent la RDC comme un protectorat. Donc, la RDC, compte tenu de la position qu'elle occupe sur la planète, il est important qu'elle sache comment sécuriser ses intérêts dans les concerts des grands, dans les concerts des nations, comme on les appelle. Et jusque-là, malheureusement, elle titube, elle tâtonne, et c'est ce qui fait véritablement grincer les dents. De ce que j'apprendrai, le voyage de Félix Tshisekedi avec une dizaine de ministres avait pour caractère d'aller renégocier le contrat chinois. Mais le contrat chinois initialement, qui avait été estimé à 20 milliards de dollars à l'époque de Kabila, ce qui avait fait grogner le monde entier occidental, avait été revu à la baisse jusqu'à 9 milliards. 9 milliards dont aujourd'hui le Congo n'a reçu que 6 milliards, dont 3 milliards alloués à Sicomine, dans le partenariat sino-congolais, donc sur l'aspect minier, donc Sicomine et la Gécamine, et les 3 autres milliards seront déboursés en termes d'infrastructures, ce qui n'est pas le cas, puisque on ne voit rien, en tout cas, sur le point de vue de l'infrastructure, c'est exactement criant. Mais néanmoins, nous savons qu'il y a encore 2 milliards sur les aspects de la structure qui est là. Et c'est un contrat c'est un contrat privé, en fait. Ce n'est pas le gouvernement chinois, ce sont des privés, des sujets privés qui ont des investisseurs, en fait, qui sont venus investir au Congo. Donc, avec tout ce qui se passe, on a vu le déséquilibre qu'il y a dans ce contrat. Il y a eu beaucoup de tiraillements et pour aller vite, pour faire vite, en fait, le gouvernement de Tshisekedi cherchait à renégocier ce contrat à la haute, disant qu'il n'est pas équilibré. Mais la Chine, en fait, a été très cordiale, mais elle ne va pas s'avancer dans ce sens-là, parce que elle a déjà vu ce que les 6 milliards, d'investissement
on produit comme dégâts collatéraux en termes de gestion, et ainsi de suite. Et la Chine ne peut pas s'en faire. D'autant plus que ce sont des fonds, euh, des fonds privés. Donc le gouvernement chinois, évidemment, a un droit de regard, mais ne peut pas nécessairement orienter ses investisseurs à aller dans un sens ou d'un autre. Généralement, ils suivent le rapport, ils ont vu la mégestion qui a été faite et les tiraillements certainement dernièrement. Donc la Chine ne s'avancera pas. Un, parce que sur l'aspect politique, elle sait que la RDC et le protectorat des Occidentaux, précisément j'ai dit ici des Américains, elle n'ira pas, elle ne va pas planter ses pieds directement comme ça et casser les œufs et créer un conflit. D'autant plus que les gens oublient que le premier partenaire des Chinois, ce sont les Américains. La Chine possède aujourd'hui 50 sous sur $1 de dette des États-Unis. Donc si les États-Unis s'effondrent, la Chine s'effondre de fait avec, je parle en termes d'économie, la Chine s'effondre de fait avec les États-Unis. Parce que les Chinois, les Américains sont tellement endettés vers la Chine, je vous ai dit, c'est à moitié, donc à un demi, donc 50 sur 100, donc un demi, et la dette chinoise vis-à-vis de et la dette américaine, excusez-moi, vis-à-vis des Chinois. Donc ils se tiennent en fait économiquement parlant, raison pour laquelle la Chine cherche véritablement à diversifier son portfolio vers l'Afrique. Elle est partie vers l'Eldorado pour pouvoir absorber la casse parce que elle veut devenir la première grande puissance d'ici 2050 et forcément, elle devra entrer en confrontation avec les États-Unis. Et lorsque elle va prendre la décision de pouvoir arrêter d'acheter les bons trésorières pour pouvoir faire tourner l'économie américaine, il faudrait qu'il puisse avoir un autre plan sur lequel se rabattre pour pouvoir continuer à assurer sa domination ou son ascension économique. Raison pour laquelle ils se sont attaqués sur l'Eldorado africain et à grande échelle dans plusieurs pays de l'Afrique comme on voit, et aussi ils essaient de pénétrer bien évidemment en RDC. Donc maintenant, ce voyage, en fait, il accouche d'une souris, parce que si vous prenez ce que veut dire un mémorandum d'entente, tout simplement, c'est une entente qui n'a pas de contraignance juridique, c'est un chiffon, en fait. Donc, c'est juste deux parties qui se mettent d'accord d'une ligne de conduite qu'il faudrait adopter si ils décident de pouvoir faire des affaires. Mais c'est rien de plus que ça. Donc, ça veut dire que le voyage, en fait, se solde en échec. Je sais que certains vont grincer les dents, mais il s'agit de cela parce qu'aujourd'hui, il faut dépersonnaliser le débat. Il ne s'agit plus de pouvoir essayer d'accommoder certaines personnes par rapport à une certaine appartenance ethnique et tout ça. Non, je pense que le Congo est dans une situation très difficile. Que ça soit Félix Tshisekedi, que ça soit X, Y, Z, tant que le Congo va mal, en tout cas on peut compter sur des personnes comme nous, de pouvoir continuer à marteler les choses vis-à-vis de ce qui ne va pas. Donc c'est très important que les Congolais ne se laissent pas berner par une supercherie qu'on peut leur raconter pour leur dire que le voyage était extraordinaire, 5 points de mémorandum, tout ça c'est la forme. Mais dans le fond, il n'y a rien eu, ça accouche d'une souris. Les Chinois ont été cordiaux. Ils ont tout simplement dit qu'ils sont ouverts pour le business. Ils ont donné une certaine ligne de conduite par rapport aux choses qu'ils voudraient voir. Mais ils ne s'engagent pas. Et ne s'engagent pas aussi pour les raisons, bien évidemment, sachant sur l'aspect international que si la Chine s'engage ou non, ça va déclencher la guerre. Parce que les États-Unis, l'Occident ne lâchera pas. Ils ont déjà un front qui est ouvert, qui déstabilise terriblement le monde avec l'Ukraine. Parce que les guerres, on sait toujours comment elles commencent, mais on ne sait jamais comment elles se terminent. Le conflit ukrainien pèse de plus en plus
sur le monde. Et aujourd'hui, ce ne serait pas intéressant de commencer une autre guerre avec la RDC. Pas avec la RDC, mais au sujet autour de la RDC. Donc, ils vont faire attention de pouvoir rester équilibrés. Je vous ai rappelé tout à l'heure que la Chine et les États-Unis sont liés économiquement parlant. Donc, bien qu'ils se font une compétition, quelque part leur destin est lié. Donc, les Chinois seront suffisamment prudents de ne pas casser les œufs. Chose qu'ils ont faite. Ils ont été cordiales, ils ont réussi la délégation, mais en fait, ça s'arrête là, juste à des mémorandums d'entente, donc juste un principe d'accord qui n'ont aucune base juridique. C'est tout simplement des chiffons. Bon, ça ferait que la RDC en revient vide. Mais le plus important pour la RDC, en fait, c'est que je crois que le modèle qu'ils essayent d'utiliser, aller à la conquête de rechercher des ressources à l'extérieur pour pouvoir faire tourner, adresser leurs problèmes, chercher des investisseurs à tout prix, et n'est pas la voie nécessairement pour la sortie de la RDC. Je crois que la RDC doit chercher à faire des réformes intérieures, doit quitter ce modèle d'une économie extravertie qui est dépendante de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt devenir avoir un modèle économique qui est beaucoup plus indépendant, qui commence d'abord par le développement à la base du Congolais eux-mêmes, pour pouvoir après s'ouvrir et devenir intraverti. Parce qu'une économie comme là, nous avons toujours une économie extravertie qui je veux dire, ça dépend, on peut même dire qu'elle est introvertie, puisqu'elle n'est que unilatérale, elle n'est que basée sur l'extraction des ressources minières. Et par conséquent, l'économie congolaise n'est pas diversifiée. On est toujours sujet de cours, des hauts et bas, des valeurs, des ressources minières, le coût du cobalt, par exemple, le coût du cobalt, le coût du cuivre, tout ça, ça a toujours un impact sur notre économie, mais on ne peut pas espérer se développer en subissant toujours des coûts qui viennent de l'extérieur. Il faudrait diversifier cette économie et c'est ce qu'on aurait voulu voir. Malheureusement, on voit que les 5 années qui sont en train de s'écouler sous Félix Tshisekedi ce problème n'a pas été adressé, on sent vraiment qu'on tâtonne, on essaye ici et là, pour en fin de compte ne rien faire. Déjà, l'argent qui a été utilisé aurait pu véritablement créer beaucoup de secteurs socio-économiques qui auraient pu déjà permettre à la RDC de pouvoir devenir, ne fût-ce qu'un tout petit peu autonome. Donc, avec la Chine, pour le moment, il faudrait que les Congolais comprennent que ce n'est pas la Chine qui viendra faire leur bonheur. S'ils pensent que quitter les mains des Occidentaux pour aller se mettre aux mains des Chinois, c'est ça la solution, alors on n'a véritablement, malheureusement, rien compris des enjeux internationaux. Donc, la Chine est un partenaire comme les États-Unis, comme la France, comme tout autre pays, et ils ne viendront que pour pouvoir sécuriser et extrader leurs intérêts uniquement. Ils ne vont pas se soucier du reste parce que, après tout, ce n'est pas leur problème. Donc il faudrait que les Congolais comprennent et intériorisent que pour le moment, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir véritablement chercher une rupture avec cette interdépendance du système mondial. On n'est pas dit qu'il fallait s'isoler, mais il faut véritablement chercher à équilibrer d'abord les choses. Et on n'équilibre pas les choses
en courant de gauche à droite, en essayant de pouvoir demander aux gens de pouvoir injecter leurs capitaux dans votre économie pour recommencer. Il faut trouver des voies et moyens d'interdépendance pour l'économie locale. Donc, plus ou moins, c'est ce que je voulais éclaircir, que les Congolais comprennent que les enjeux internationaux, ça bouge. Le monde n'est plus bipolaire, mais il est en train de devenir multipolaire. Si les Congolais peuvent prendre le temps de réfléchir sérieusement, quand je dis les Congolais, je parle précisément de ce gouvernement qui semble toujours tâtonner, mais pouvoir adopter une ligne de conduite concrète et savoir où il est en train d'aller et comment sécuriser dans ses intérêts dans ce monde qui devient multipolaire, je crois que la RDC peut trouver une voie de sortie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand on réfléchit, on regarde les choses froidement. Je ne vais pas faire l'apologie de la personne. Il y a eu des bonnes choses et certainement des mauvaises choses. Mais vers la fin de son règne, Joseph Kabila avait compris qu'il fallait cette interdépendance, le Congo, et il commençait déjà à se diriger vers une voie qui permettait à la RDC de pouvoir se desserrer de cet étau international qui continue à le garder dans un état d'esclavagisme. Bon, il avait fait son temps, et il est parti, mais il avait quand même positionné le pays vers cette voie. Peut-être qu'on y reviendra une prochaine fois, mais lorsque Félix arrive, il a plutôt voulu tout simplement se jeter dans les bras des Occidentaux et par conséquent, on est dans un déséquilibre total. Donc, il faudrait revenir à la base et puis repartir dans un autre chemin. On va coexister avec tout le monde. C'est un monde, on ne peut pas s'enfermer et puis penser comme la Chine avait fait, s'isoler du monde et que ça va avancer. Dans le monde aujourd'hui qui est un grand village, c'est difficile. À partir du moment où vous avez d'abord une définition de ce que vous voudrez faire, ce que vous voulez représenter la RDC, c'est très important pour la RDC parce que si elle sait articuler sa politique, elle permet aussi à toutes ces grandes puissances de pouvoir savoir comment interlocuter. Mais lorsque vous êtes toujours dans un état de commandeur, de dépendance tout le temps, vous ne savez pas avancer, vous êtes dans un déséquilibre total. Je crois que j'ai essayé de pouvoir expliquer plus ou moins la relation et voir pourquoi il ne faudrait pas trop compter sur les acteurs extérieurs, mais plutôt compter d'abord sur nous-mêmes. J'espère que la vidéo est assez édifiante. S'il y a d'autres questions, peut-être je pourrais prendre le temps certainement de répondre, mais j'ai parlé de manière générale puisque la question m'a été posée et la requête m'a été demandée d'une manière générale. C'était bien Dominique Kabongo, je vous remercie pour votre temps et à la prochaine. Merci bien.